Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Herman Charret et bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, on va parler stratégie de développement socio-économique, entre autres en compagnie de Mme Claudette Simard, qui est préfète de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Et elle est accompagnée par Mme Karine Horvat, qui, elle, est directrice générale de la MRC de Charlevoix. Vous allez voir une stratégie de développement fort intéressante. Nous allons également recevoir le nouveau directeur général du Musée de Charlevoix, en la personne de M. Sylvain Gendreau, qui vient nous parler bien sûr du musée, mais Sylvain, on l'a d'ailleurs connu davantage comme directeur général ici du lancement de Maison Mère jusqu'à tout récemment. Alors, depuis un certain temps, il cumule maintenant de nouvelles fonctions en tant que directeur général du Musée de Charlevoix. Et on devait recevoir bien sûr une autre personne, M. Francis Boudreau, qui vient nous parler du carnaval de l'île aux Coudes, mais qui malheureusement, à la toute dernière minute, question de santé, a été obligé effectivement d'aller à l'hôpital, quoi. Alors, on l'excuse, mais je vais vous faire un petit clin d'œil sur l'activité du carnaval de l'île aux Coudes à la fin de cette émission. Émission à votre service. Aujourd'hui, on reçoit Mme Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Bonjour. Bonjour. Et Mme Karine Horvat, qui est directrice générale de la MRC de Charlevoix. Alors, bonjour. Mesdames, bienvenue. C'est un plaisir. On parle aujourd'hui parce qu'on vous reçoit, là, parce qu'il y a un gros projet qui a été depuis en fait, un bon petit bout de temps dans la dernière année. Vous avez cogité très fort. Les gens de la MRC, les maires, les directeurs généraux, en tout cas, tous ceux qui ont quelque chose à faire et à dire dans notre MRC, travailler sur un plan de stratégie. Non, c'est ça, c'est une planification de développement socio-économique de la MRC de Charlevoix qui a été initiée en début d'année l'an passé, en 2018, suite à plusieurs, à réfléchir aussi. Hein, on se remet souvent en question, puis c'est important de le faire, comme un remue-ménage. Et alors, j'ai fait la proposition au Conseil des maires en février dernier de travailler sur une planification à l'intérieur de la MRC, en partant bien sûr de chacune des municipalités où nous avons déjà des planifications stratégiques, mais je voulais qu'elles soient à savoir régionale, plus MRC, et bien sûr en partenariat avec la direction générale de la MRC, du SDLE et de tous les intervenants. Mais on n'est pas parti de zéro, là. Il y avait déjà un petit peu de base. Comme je le disais, il y avait déjà des planifications dans chacune dans les années passées aussi. Oui, voilà. Puis ça rejoint bien notre rôle aussi de MRC, c'est-à-dire de définir des grandes orientations, une stratégie, une vision aussi vers où on souhaite que le développement se rende ou aille dans les prochaines années, et d'identifier les grands défis, les grands enjeux auxquels chacune des municipalités se rattache parce qu'elles ont des projets, elles sont très près des gens. Comme gouvernement de proximité, les municipalités ont à répondre aussi aux besoins et aux attentes de la population. Ils sont toujours en croissance. Bien sûr. Et rapidement. C'est rare que le monde en demande moins, on en demande toujours plus. Oui, puis c'est vrai, les gens ont raison d'être exigeants aussi et de vouloir, puis c'est pour ça qu'on s'est dit comment on peut travailler les choses autrement pour répondre à ces besoins, ces attentes-là, puis aussi aux défis de l'heure. Hein. Il y a des défis vraiment particuliers dans ces années-ci qui rejoignent vraiment tout le territoire québécois. Mais comment, nous, on peut répondre à ces défis-là? La MRC, en soi, c'est la ville-centre Baie-Saint-Paul, l'île aux Coudes, les Éboulements, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, Petite-Rivière-Saint-François. Voilà. OK. Ça, c'est notre MRC comme tel. 6 municipalités. 6 municipalités. Et une petite MRC. Parce que côté population. Aussi, oui, c'est ça. Parce qu'on essaie à quoi, 13, près de 14 000 personnes. Ouais, c'est pas seulement la population, c'est le nombre de municipalités. Vous avez des MRC qui sont 18 municipalités, 12 municipalités, 22 municipalités. Alors nous, on est une petite. Le fait qu'on soit plus petit, est-ce que ça travaille bien? Bien, moi, j'ai pas connu autre chose, mais je peux vous dire que ça travaille très bien. Ouais. Et le besoin de faire cette planification-là, c'était de travailler encore mieux ensemble. OK. Voilà. Parce qu'il y a un thème, là. Oui. C'est le thème, il est quoi, là? Le thème, c'est innover, c'est collaborer. Ensemble. Ah, oui, collaborer. Ah oui, c'est important et je pense qu'on est rendu là. Et on a, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, parce on a déjà fait la présentation au conseil avec toutes les municipalités, on a eu une soirée de formation et je suis tellement fière et je pense qu'on s'en va vers une
une planification sur 10 ans. Mais je vous dirais que 10 ans, c'est très vite passé. Parce que vous savez, on a des élections aussi aux 4 ans. Hein? Oui. Alors, ce sera probablement du changement qu'il y aura lors des prochaines élections. Et je pense que de travailler dans la continuité et d'avoir des orientations bien précises, ça travaille beaucoup mieux. Et je pense que les gens qui adhèrent à ça seront peut-être intéressés aussi à s'engager, parce que c'est un engagement de s'en aller comme conseiller, conseillère, et d'avoir une vision, bien, je pense que ça rattache tout ça. Parce que c'est ça, même s'il y a des élections, puis il y a des changements au sein des gouvernements locaux, la stratégie vient, elle, asseoir des orientations. Alors, c'est difficile si, en tant que nouvel élu, d'arriver, non, moi, je ne crois pas à ça. Non, alors ça, c'est bon. Ça donne un enlignement à long terme. Exactement. Parce qu'une vision, effectivement, c'est où on se voit dans le futur. Exact. Se projeter dans le futur, c'est sur plusieurs années. Donc, il y a beaucoup de choses. Et il y a plusieurs actions qui ont découlé de cette réflexion-là. Puis on sait qu'on ne peut pas tout faire non plus en quelques mois. Non. Donc, il faut se donner du temps pour bien faire les choses, prendre le temps aussi d'analyser la situation, puis d'identifier vraiment quels sont les projets puis les actions à réaliser pour atteindre les objectifs de la stratégie. On est stratégie. trop pressé pour aller vite, si je comprends bien. On va faire les choses correctement. Mais en politique, c'est jamais très, très rapide. Il y a plein de choses. Les dossiers évoluent sûrement, mais lentement. Alors, il faut suivre ça aussi, mais en même temps, les besoins sont de plus en plus pressants et les gens sont de plus en plus exigeants. Alors, il faut faire face à ce besoin-là. Et vous avez aussi, on a de nouveaux argents, de nouveaux fonds. Alors, en développement économique, c'est majeur. Vous avez bien sûr l'immigration, vous avez la main-d'œuvre qui est préoccupant, vous avez les télécommunications qui est un enjeu puis un défi. J'appelais ça un défi, maintenant c'est un enjeu. Mais je pense que de ce côté-là, on a à travailler et qu'on est ensemble sur le même élan, sur la même vision, mais c'est beaucoup plus facile. Alors, le plan stratégique couvre l'ensemble de ces secteurs-là? Ah, bien oui. Et plus? Plus? Oui, comme les défis sont grands, la voie de la collaboration nous apparaît comme une piste de solution vraiment intéressante. Puis on l'a réalisé au sein de la MRC dans les dernières années. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en collaboration entre les municipalités. Quand on parle de partage, de mise en commun, il y a des projets d'acquisition d'équipements qui se sont faits par des mises en commun. Il y a un partage au niveau incendie. Il y a un travail qui a été fait pour confier à la ville de Baie-Saint-Louis et à son équipe tout le travail de coordination du schéma de couverture de risque, c'est-à-dire, entre autres, les projets et les actions en prévention des incendies. Fait que la collaboration devient une façon de faire plus, parce qu'on dit toujours comment faire plus avec parfois moins, mais bon, dans le temps, on a eu parfois des diminutions de budget, mais les attentes sont toujours là, les besoins, les défis sont grands. Donc, la collaboration est une façon de venir mettre ensemble des ressources, puis de partager, puis des ressources humaines, financières, mais aussi des équipements, donc des choses dont disposent certaines municipalités parfois qui peuvent être aussi très utiles pour le voisin. Donc, c'est de réfléchir à tout ça qui a été intéressant. On a aussi l'exemple d'ingénierie avec notre ingénieur depuis quelques années. Alors, on se partage les coûts pour l'ingénieur à la MRC. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque petite municipalité n'a pas les moyens financiers d'avoir des services d'ingénieurs, d'avocats, d'équipements. Alors, de partager, ça sauve des coûts pour les municipalités. Et si on peut le faire, à mon avis, on doit le faire. OK. Parce que la MRC donne les grandes lignes. Oui. En fait, les gens du conseil de la MRC. Puis la MRC, vous, en tant qu'administration, là, on implante tout ça. Ça fait combien d'années que, Karine, vous êtes là à la MRC? Moi, ça fait 18 ans. 18 ans. On peut dire qu'il y a une stabilité, une bonne connaissance des dossiers. Mais en même temps, c'est intéressant de se remettre en question. Puis je pense qu'on a eu, dans les dernières années, le travail aussi de réflexion qui a été fait. On a eu certaines modifications dans les structures. On a intégré le Centre local de développement en 2015 aux activités de la MRC. Ça nous a amené... le SDLE. C'est ça, le Service de développement local et entrepreneurial, qui est un département de la MRC qui est pour tout ce qui concerne le développement. Mais ça nous a amené à réfléchir justement comment, dorénavant, au niveau des équipes multidisciplinaires, au niveau des projets, au niveau des actions, de l'arrimage aussi avec des projets en aménagement, comment on peut faire les choses différemment. Puis on s'est remis en question, on a remis des choses et ça a amené dans la stratégie un plan d'action aussi qui touche l'entrepreneuriat et le volet gestion, c'est-à-dire comment on peut aider davantage les entrepreneurs ou les accompagner.
Donc, tu disais, oui, ça fait longtemps que, même toute l'équipe, ça fait quand même plusieurs parce qu'il y a une années. stabilité, On a là. une Oui, très oui. belle stabilité au sein de l'équipe, mais les gens ont tous dit, bien, effectivement, il y a peut-être des choses qu'on doit revoir, s'ajuster aussi aux besoins d'aujourd'hui. Puis ça, des fois, ça veut dire de laisser tomber certaines choses qu'on faisait, d'en faire des nouvelles, de les faire différemment, de revoir des fonds, revoir des programmes. Il y a déjà beaucoup de travail depuis un an qui a été fait. Là, on a mis en place des nouveaux programmes, des nouveaux fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. Et on a aussi même des activités là, à mettre en place pour modifier même des fois dans les outils qu'on utilise. Okay. Fait que cette réflexion-là a rebrassé les cartes, mais c'est intéressant de faire cet exercice. On parle aussi de Québec effectivement. international, où on veut se rapprocher davantage de ce que nous offre aussi la capitale nationale. Ouais, Hein. parce qu'on fait partie de la capitale Exactement. nationale. Souvent, ça a été vu négativement, mais je peux vous dire qu'il y a du positif aussi. Ouais. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en lien avec Québec international et s'allumer avec ces gens qui ont des compétences différentes des nôtres. Effectivement, et d'autres contacts Et d'autres, aussi. oui, bien sûr, beaucoup plus grands. Parce que se projeter dans l'avenir, ça veut dire ça aussi. Des fois, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là où je veux me loin. rendre? Ben, c'est ça. Je veux dire, entre le point A et le point B, c'est pas toujours la ligne droite qui est la plus, Non, c'est c'est la ça. plus courte, mais c'est pas Oui. nécessairement la plus sûre. Ou... Puis le réseautage est important, puis ça, nos gens vont le faire davantage encore. Alors, moi, je dis, on a une équipe quand même extraordinaire, des bonnes compétences, des connaissances et des personnes au bon endroit. Alors moi, je suis très fière du travail qui est fait à l'AMRC. Parce que si je comprends bien, ça, c'est une réflexion stratégique. Après ça, normalement, il faut mettre en application ces stratégies-là par des tactiques ou des actions. Oui. Si on veut que ça se réalise. Sinon, ça reste juste des stratégies, puis merci, bonjour, il ne se passe rien. Là. Mais on va rencontrer chacune des municipalités pendant l'année, pendant cette première année, OK. pour travailler davantage plus sérieusement ou plus à l'intérieur de chacune des municipalités. C'est quoi qui ressort chez Ça vous? va être C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce Ça va qu'on être peut quoi faire notre rôle ensemble? en tant Exactement. qu'AMRC? Et puis aussi faire connaître cette c'est un planification-là beau, très beau au document. niveau de nos partenaires. Hein? Pas oublier qu'on a beaucoup de partenaires à qui on veut faire connaître cette planification-là pour qui adhèrent aussi à ce qu'on souhaite, nous. Alors, je pense que c'est un beau défi pour la première année. Et suite à ça, nous allons faire à chaque année une rencontre dans chacune des municipalités pour faire un bilan, un suivi de ce qui était On en bon, est où? On des avait positifs, prévu des ça. négatifs, parce qu'il faut que ça se continue dans le Voilà. temps. On a encore beaucoup de choses à faire. Quand on parle d'orientation, peut-être pour mentionner quelques secteurs, Ouais. évidemment, comment on voit le développement. Puis je pense que c'est bien de rêver aussi, puis d'avoir des aspirations pour le futur. On parle d'être un leader dans le domaine du récréotourisme. On a tellement de ressources et de richesses incroyables au niveau du paysage, mais de la nature et de l'environnement aussi. Comment on peut davantage se démarquer, Oui. puis mettre en place différents projets justement en lien avec le vélo de montagne, les sentiers pédestres, le sport et de plein air, mais aussi l'agrotourisme. On sait qu'on se démarque et on se distingue beaucoup pour la qualité de nos produits, de notre agriculture aussi, et tous les secteurs aussi qui sont complémentaires, comme l'industrie manufacturière, le transport. Effectivement, les services de proximité aussi dans les municipalités, c'est important. On pense aussi, si on veut attirer des entreprises, des entrepreneurs, mais ces gens-là sont aussi des parents, sont aussi des gens qui vivent et qui veulent vivre heureux aussi dans un milieu de vie. On parle Donc, d'achat local, c'est ça. c'est important. Comment offrir des services de transport collectif, de loisirs, de plein air, qui répondent aussi aux aspirations des nouvelles familles, parce qu'on veut attirer aussi des nouvelles familles. Parce que ça le dit, c'est une stratégie socio-économique. Oui. Alors, on pose des gestes dans le but d'améliorer notre situation économique, l'améliorer comme telle, parce qu'on n'est quand même pas une des régions les plus riches au Québec. Non, pas du tout. Mais tout en tenant compte le bien-être des individus qui y vivent dans cette société-là. Là. On parle bien sûr d'une collectivité inclusive, alors ça touche tout le monde. Ceux qui ont des moins inclusifs, qui ont des salaires plus bas, qui ont plus de difficultés, ils font partie des citoyens de Charlevoix et des municipalités. Puis ces gens-là, on se doit de les accompagner, puis ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux aussi. Alors, ils font partie de la collectivité, ils font partie de nos municipalités. Et l'inclusion, c'est très important parce qu'il y en a, on sait qu'on a des problèmes. Hein? Tout ne va pas super bien, mais ensemble, on peut travailler, puis on a les personnes, les bonnes ressources pour le faire avec nous. C'est vrai, il y a une bonne base. Là. Oui, puis tu as raison de dire que c'est tout à fait
une stratégie socio-économique qui a à la fois un volet social et un volet économique. Puis de plus en plus, on le voit comme étant quelque chose d'imbriqué. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre parce qu'il ne s'agit pas que d'offrir des conditions économiques à l'implantation d'entreprises, mais il faut aussi satisfaire les travailleurs, les gens par des emplois de qualité, des conditions de travail intéressantes aussi et un cadre de vie, un milieu de vie intéressant pour ces gens-là. Fait que c'est vraiment là, de le voir comme un tout, puis une chaîne dans laquelle chacune des municipalités vient s'imbriquer pour faire la force de tout ce réseau-là. Parce que j'écoutais hier les nouvelles, puis il y avait Théo Taxi qui narrage, puis le gouvernement, il a levé la main et disait est-ce que le gouvernement peut nous aider à quelque part, ou du moins aider l'industrie? La réaction de M. Legault a été de dire ben c'est pas une job à 50 000, mais je veux dire, des jobs à 50 000, il n'y en peut pas. Non. Puis c'est peut-être vrai dans le milieu urbain, mais en région, c'est encore moins vrai. Oui. Alors, dans les faits, c'est de là l'importance d'avoir une stratégie bien applicable pour aider les gens qui sont dans le besoin, parce que c'est peut-être pas le gouvernement qui va les aider, là, ça va être le gouvernement de proximité. Là. Oh oui, il faut en être bien conscient. Puis je pense qu'on a une bonne équipe là aussi avec Émilie Dufault qui travaille beaucoup en développement social et qui aussi, au niveau des deux MRC, hein, c'est la même équipe. Alors, c'est vrai, de la DSI. Alors, on est bien conscient de ça. Vous savez, on a eu des coupures très importantes au niveau du CIUS, en santé aussi. Ouais. Et ce qui fait que des gens ont déménagé avec des salaires quand même fort intéressants. Ouais. On a eu aussi des coupures au niveau du ministère des Transports. Les gens sont partis, ils ont beaucoup centralisé vers Québec. Et pour nous, c'est pas très bon. Là. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler à une planification qui va rejoindre ou pour trouver des emplois et pour avoir des emplois ici dans Charlevoix, c'est avec des entrepreneurs qu'on va accompagner, qu'on peut aider. Et bien sûr, il y a des programmes aussi avec le gouvernement à travailler là-dessus, mais c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on veut offrir. On a des lignes directrices fortes. Oui. Est-ce qu'on pense à de la nouveauté? Mais en fait, ce qu'on veut, c'est... On parlait de récréotourisme, donc comment on peut aller au-delà de ce qu'on a puis travailler différemment. On parlait de vélo de montagne, donc il y a du travail à faire pour être aussi une destination vélo reconnue. On sait que le vélo connaît beaucoup d'expansion, puis on a justement des experts et des ressources dans le domaine très impliqués. Fait que ça fait partie des projets qu'on a à regarder, à voir évoluer. On parle d'entreprise collective aussi. L'économie sociale, de plus en plus, c'est un créneau de développement. Justement, on parle d'emploi de qualité, d'emploi durable ou de valorisation aussi de services à la communauté. Les entreprises collectives, on en a beaucoup sur notre territoire et c'est beaucoup d'emplois qui sont associés dans le domaine de la culture, dans le domaine même maintenant de la restauration. On en a dans les services à la population. TVCO est un bel exemple d'une entreprise collective dans le domaine de la culture et des communications. Alors, on en a beaucoup sur le territoire, puis là, on veut aussi aller plus loin. Donc, comment on peut encore soutenir ces entreprises-là à se développer et en attirer et faire en sorte que de nouvelles puissent démarrer. Alors, il y a des dossiers, des projets dans ce domaine-là. En agrotourisme également, il y a beaucoup de choses encore à faire. Dans le domaine du développement durable, on a également des actions, beaucoup de municipalités. Beaucoup aussi, en lien avec ça. C'est important parce que ça fait partie du développement durable. Et ça, l'environnement, c'est important à préserver ce qu'on a aussi, puis on est bien conscient de ça. Et moi, je rêve aussi, hein. Je ne fais pas juste des projets, mais je rêve. Moi, je rêve... Il faut rêver. Oui, d'abord comme projet. Ton rêve devienne réalité. Oui, mais pour ma municipalité, moi, je rêve d'une municipalité... branchée, on le sait. Oui, mais sur branché, c'est à la grandeur minimum de Charlevoix. Mais je parle d'une municipalité plein air, je veux dire vélo de montagne. Je pense qu'on aurait un petit créneau, puis on a un beau projet qui s'en vient à l'été, qu'on va annoncer très bientôt, en lien avec le vélo de montagne. Et c'est pas un projet, c'est une activité internationale. Alors, je suis bien fière de ça, si on peut le réaliser chez nous. Mais je penche beaucoup vers ça. Et je rêve d'école. Je rêve d'école nature, de sortir nos enfants des écoles et de les amener dans la nature pour être différents d'ailleurs et peut-être être plus attractifs. Connectés avec l'environnement. Oui, parce qu'on a tout ça chez nous. On a le plus beau terrain de jeu, je pense, au Québec. On le dit beaucoup, mais on a du travail à faire, en tout cas, à mon avis, dans ce sens-là. Mais ça fait plusieurs années que vous êtes là, impliqués dans la communauté. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une belle évolution au fil du temps?
Bien oui, moi je pense que oui. Oui. Malgré tout ce qu'on a passé, comme je parlais tout à l'heure, des problèmes, pas des problèmes qu'on a eus, mais ce qu'on a vécu avec les coupures et tout, c'est quand même important, ça nous touche. Les fermetures d'entreprises, c'est pas évident non plus. Mais il faut regarder le côté positif. S'il n'y a rien du négatif, là, mais pour moi, je pense qu'on a eu des beaux changements, des belles améliorations, je pense. Puis actuellement, en tout cas, le développement est en pleine effervescence. Dans le sens où on voit beaucoup de projets. Ma prochaine question, oui. Oui, il y a beaucoup de projets. L'équipe est très occupée, très chargée. On est bien heureux de ça parce qu'il y a autant dans le domaine du travail autonome que pour certaines entreprises manufacturières qui ont des projets d'expansion, même de modernisation des équipements. On a des nouveaux projets, de nouvelles entreprises qui s'implantent aussi, qui vont offrir des nouveaux services dans les prochains mois à venir. On parlait d'entreprises collectives aussi qui sont en pleine expansion, qui ont des projets d'acquisition aussi d'équipements. Donc, c'est très, très large ce qui se passe actuellement. On le sent, là, il y a des nouveaux projets. Il y a des gens qui travaillent, qui annoncent des choses. On parle d'un nouveau train même pour Réseau Charlevoix qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc, il y a manqué le bateau d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais à ça se greffent plein de choses parce que ça amène des gens, des touristes, des visiteurs aussi dans notre coin. Et puis à ça, vient se greffer plein de projets d'entrepreneurs et de gens aussi dans le domaine de l'industrie touristique. Donc, c'est intéressant. Quand on parle d'industrie touristique, on sait on est une région touristique. Mais quand je regarde les gens, je dirais d'un certain âge, je pense, dans Charlevoix, c'est comme si le tourisme venait les déranger à l'occasion. Je veux dire... Ça me fait sourire, ça aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont à leur retraite, de jeunes retraités qui viennent s'installer ici. Puis c'était comme ça il y a 10 ans aussi. Maintenant, c'est encore peut-être plus apparent, mais ils viennent ici, ils pensent n'avoir que la paix, qu'il n'y a rien qui se passe autour d'eux, parce qu'ils voudraient que tout le monde ces gens-là voudraient que ce soit la paix, la tranquillité, qu'on entende des petits oiseaux chanter tous les jours. Mais la vie quotidienne, là, elle est là. Je veux dire, les entrepreneurs, ils vont continuer à travailler, les entreprises vont continuer à fonctionner, les gens vont continuer à circuler sur les routes. On est bien fiers de les avoir avec nous, mais en même temps, il faut être assez tolérant pour dire, écoutez, on fait ce qu'on doit faire et venez vivre chez nous, c'est parfait, mais on y va avec ce qu'on L'idéal, c'est de faire en sorte, en tout cas, je pense que l'objectif ultime, c'est que chacun des citoyens devienne un ambassadeur. Exactement. Puis il faut voir l'ajout de services touristiques, d'entreprises touristiques ou d'équipements même qui se mettent en place parfois pour les touristes, sont aussi des équipements, des services et des produits qui viennent garnir notre panier de services à notre population locale et aux gens qui sont ici. Je pense je pense aux sentiers pédestres. On a aménagé plus d'une centaine de kilomètres de sentiers pédestres sur le territoire de la MRC. Puis je reçois tellement de bons commentaires de gens, autant des touristes et des visiteurs que des gens aussi qui habitent et qui utilisent. Et puis ça nous rend très heureux quand les gens disent qu'ils empruntent le sentier des Florins, qu'ils empruntent le sentier Gabriel-Leroy, le sentier des Pointes à Saint-Urbain. C'est la même chose pour nos équipements, nos musées, nos festivals, nos événements, qui sont à la fois aussi pour les touristes, mais aussi pour la population locale. Je pense au marché de Noël, qui est un bel événement que les familles fréquentent. Et ça apporte un dynamisme aussi. Alors, il faut voir parfois l'industrie touristique comme étant une façon aussi de se développer puis d'offrir plus à nos populations. Parce que c'est un incontournable. Oui. Pour Charlevoix, c'est un incontournable. Le ski, le massif, c'est le Clunet qui s'en vient. Bien sûr. Moi, je trouve ça extraordinaire. On va dégager dans Charlevoix. Charlevoix. Incroyable. On va être rendu où dans 10 ans, à la fin du projet? Bien, je ne sais pas. Moi, je ne serai plus là, mais je vais suivre ça de près et être bénévole à quelque part, c'est sûr. Et j'ai très, très confiance en l'avenir et c'est très prometteur pour Charlevoix dans tous les domaines, je pense. Et pour moi, je trouve ça, de vivre ça, là, je trouve ça génial. C'est excitant. Oui. Très fière. C'est du travail, c'est du remue-ménage. C'est de la réflexion, mais c'est excitant aussi. On est associé à quelque chose de beau, de grand, puis de bien et d'intéressant. Quand on parle d'amener du bonheur, d'amener de la joie, d'amener de l'ajout à ce qu'on offre à nos populations, bien, ça peut juste être intéressant. Ce beau projet-là, la population a
peut y avoir accès. Bien On sûr. peut le retrouver sur le site Oui. Internet. Alors oui, on a ce beau petit document, puis vous, OK. vous pouvez le retrouver sur le site de la MRC. OK. Alors, vous pouvez le lire, en prendre connaissance, et c'est super intéressant. Alors, Alors, au lieu je de vous critiquer, invite on peut aller en prendre connaissance, Bien de sûr. le voir tout le travail qui a se été fait. l'approprier. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour partager ça ou travailler là-dedans? Je sais, c'est une invitation aussi parce que, vous savez, le bénévolat, il y en a de moins en moins. Ouais. Quand on parle d'une collectivité et dans une communauté, on a besoin de bénévoles. Et comme ça se perd, et qui sont une richesse incroyable, je pense que je parle aux jeunes retraités, là, si vous avez du temps à donner, n'hésitez pas à téléphoner à votre municipalité, que ce soit pour la bibliothèque, que ce soit pour travailler pour des activités de loisirs, peu importe. On a besoin d'aide à ce niveau-là. Puis les gens se sentent interpellés quand Ouais. ils voient des défis, des enjeux comme ça. Puis souvent, ils ont des idées aussi, Oui, ils ont bien sûr. des moyens à nous apporter, à nous soulever. Je parlais de commentaires qu'on reçoit sur des sentiers, mais on en reçoit effectivement pour l'Internet, les communications. Les gens nous appellent, nous envoient un courriel, parfois nous indiquent quels sont leurs besoins, les problématiques qu'ils vivent chez eux. Et tout ça nous aide à documenter aussi, puis à travailler et à identifier nos priorités. Dans les priorités comme brancher le Québec, donc Charlevoix, on en est où avec ça? Bien, disons que ça chemine. Ça fait quand même 10 ans qu'on en parle. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, particulièrement avec Il y le a là un beau cellulaire. projet de 10 ans en termes de stratégie. Oui, mais ça, c'est comme le temps, hein, en fait, qui fait bien les choses et aussi l'implication davantage du gouvernement pour aider. Parce qu'on sait très bien que, de base, le service d'Internet, on devrait avoir ça partout. Ouais. Et aussi au niveau cellulaire, mais ça, c'est un autre dossier. On va y aller pour Internet, parce qu'on a formé il y a quelques mois un comité Internet équitable, puisqu'il y avait déjà des projets qui avaient été débutés dans différentes MRC à travailler sur des projets équitables, c'est-à-dire qui formaient un OBNL ou à partir de la MRC et à partir de là, engager du personnel, travailler avec un télécommunicateur pour amener... Structurer l'affaire. Ce qui est très gros. Et nous, on a regardé cette possibilité-là à partir de ce qui se faisait ailleurs. Je pense qu'il y a 15 ou 16 MRC au Québec qui sont dans des projets semblables. Alors nous, en formant ce comité-là avec un représentant de chacune des municipalités et en informant les maires, bien sûr, alors on a regardé avec ces projets-là, avec les gens, des consultants, on a regardé ça et puis là, on l'a cheminé vers... Une rencontre d'abord aussi avec Derry Télécom, puisque ce sont eux qui sont ici. Vous avez Bell. Alors, on a eu des discussions quand même importantes, sérieuses. Et là, on a rencontré aussi la MRC de l'Est, travaillé pour voir qu'est-ce qui se faisait eux. Est-ce qu'on pouvait arrimer ensemble? Finalement, on ne s'est pas entendu. Donc, on a dit, nous, on continue. Alors là, nous avons eu une offre de Derry Télécom que nous allons regarder lundi après-midi avec le comité Internet et chaque maire, tous les maires sont là aussi pour discuter de l'offre qui nous est présentée. À partir de là, nous prendrons une décision et nous avons eu aussi une demande de l'Est de les rencontrer. Probablement qu'on les rencontrera plus tard la semaine prochaine. Okay, mais on est rendu là et on veut que ça se réalise. Donc, on va y arriver. G7, avec toutes les installations qui ont été faites, c'est pas quelque chose qui devait avoir certaines retombées pour tout Charlevoix, Mais ça selon pas ce qui avait été dit? Disons que ça n'a pas retombé comme je pensais que ça retomberait, particulièrement. J'ai été déçue. Mais, bon, j'ai été déçue. Bon, Pour le cellulaire. parce que ça, c'est pour cellulaire, Ouais. OK? Puis il y a eu beaucoup Il y a des d'investissements. tours qui sont Ça a été installés merveilleux partout, pour la ville, centre de la Malbaie. Malbaie, c'est parfait. Mais moi, j'attendais beaucoup de retombées au niveau du Saint-Urbain, les côtes, en tout cas, peu importe. J'attendais beaucoup de ça. Et aussi au niveau des éboulements. Puis c'est pas tout à fait ce qu'on a reçu. C'est vraiment pas ce qu'on a reçu, finalement. Alors, donc, on va continuer à travailler là-dessus. Mais c'est une déception, mais on va continuer à avancer. On n'a pas le choix. Mais il faut dire qu'on a deux grands objectifs avec l'Internet haute vitesse. C'est une vitesse au moins minimum à 100 mégabits, 100 mégabits. qu'on n'a pas actuellement parfois dans certains endroits, pas du tout. Et surtout le territoire. Et sur tout le territoire. Je pense que l'idée, c'est de ne pas se concentrer uniquement dans les centres-villes ou les périmètres urbains, mais vraiment de dire on a un territoire éclaté, on a des travailleurs autonomes, on a des entreprises, on a des agriculteurs qui ont besoin de l'Internet haute vitesse à l'extérieur des centres-villes et des périmètres urbains aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire on l'offre partout sur le territoire, mais une vitesse acceptable, vraiment intéressante pour faire des affaires. Et stable. Oui, et pour des gens qui travaillent à la maison, des travailleurs autonomes, qui veulent venir s'installer dans Charlevoix. Voilà. Mais là, je n'ai pas d'Internet. C'est un service essentiel, même pour toutes les familles. Aujourd'hui, tu te questionnes quand tu achètes une maison sur les services auto, mais tu te questionnes aussi sur l'accessibilité à Internet haute vitesse. Effectivement. Ah oui.
Eh bien, écoutez, ça a été fort agréable. Des beaux projets, une belle organisation, une vision, Oui. 10 ans. Alors, je pense qu'on invite les gens, effectivement, à aller sur le site de bien la sûr. MRC et de regarder le contenu. Moi-même, je l'ai Oui. feuilleté, puis Oui. ça éclaire. Hein? Je veux Et dire, on est n'hésitez tous, on s'en pas, va. c'est ça, on invite On la se dit, population à collaborer, puis à vouloir, s'il y a des choses là-dedans qui les intéressent, puis s'il y a des choses qui veulent nous amener. Vous savez, il y a plein de gens qui ont pris leur retraite, Ouais. qui ont plein de compétences, plein de connaissances. Ce serait intéressant de les partager avec Effectivement. eux. Les gens ont une bonne idée en Ouais. lisant ça de ce sur quoi on travaille. Exact. Parce que parfois, le travail des municipalités est méconnu, surtout des MRC aussi à l'échelle régionale. Quel est notre rôle exactement? Mhm. Donc, je pense qu'en lisant ou en regardant le document, on a une bonne idée du travail fait qui se quoi? fait. Ouais. Oui. Quelle orientation? Et les réflexions qui ont lieu à l'État régional. Ouais. Ben, super, on est entre bonnes mains. Oui. Ah, on va On continuer à espère, travailler. oui. Oui, On Mais espère. d'accord. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, M. Chef. Sylvain Gendreau, nouveau directeur du musée de Charlevoix. Bien le bonjour. Bien, merci beaucoup de m'accueillir, merci. Ben écoute, c'est un plaisir. Sylvain, on t'a surtout connu, je te tutoie parce que là, on se connaît depuis quelques années Ouais. et on s'est côtoyés passablement. On t'a surtout connu comme directeur général de Maison Mère depuis sa création à venir jusqu'à tout récemment, Moi, jusqu'en septembre, oui. jusqu'en septembre. Alors, puis là, ben, tu as entrepris un nouveau défi, là. Oui, effectivement. Ben, moi, en tout cas, j'ai adoré, puis je suis encore un grand ambassadeur du projet Maison Mère quand on m'en parle, parce que c'est un projet autant de société, mais un projet culturel important au niveau du patrimoine. Donc, moi, j'ai adoré faire ce projet-là, puis je le suis très, très bien. En tout cas, je suis heureux du dénouement puis des visions qu'on s'est données. Mais c'est un des grands projets que moi, j'avais fait à Baie-Saint-Paul, parce que je viens de Montréal, de Québec, j'avais travaillé un peu partout. Donc, celui-là, en était un qui, je me suis intégré davantage. L'autre avant, c'était le Musée d'art contemporain, où est-ce que j'avais travaillé à donner des coups de pouce au niveau administratif, mais j'ai été sur le CA en fin de compte 2 ans, 2 ans et demi. OK. J'ai beaucoup travaillé pour l'avenue d'ateliers d'artistes. Et puis, c'était difficile au Musée d'art contemporain parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour loger. Donc, avec Maison Mère, on a travaillé ensemble pour dire, bien là, les ateliers vont pouvoir vivre parce que des endroits que les artistes peuvent se loger durant l'été. Parce que l'été, on le sait que c'est coûteux de trouver de l'hébergement, puis pour des artistes, 1 mois, 2 mois. Donc, c'était comme la clé du succès. Et quand j'ai vu l'opportunité du musée de Charlevoix et mon intérêt pour l'art et puis le volet patrimonial qu'on Ça, avait ça développé. peut être une belle fin de carrière. C'est une belle opportunité que je voyais puisque, comme je te disais tantôt avant qu'on commence l'entrevue, j'ai déjà eu aussi une galerie dans le Vieux-Québec, donc qui était des peintres canadiens. Donc à ce moment-là, l'intérêt était là. Le côté muséal m'intéressait au plus haut point. Puis la transformation de Maison Mère, je pense que c'est important de mentionner qu'il y avait un petit musée Oui, qui était là, l'espace muséal. qui s'appelait l'Espace muséal, qui est un musée que les Sœurs avaient créé, ça fait une dizaine d'années, mais on devait le transformer en un musée qui était avec une connotation plus religieuse, avec un élément qu'on allait plus loin dans les valeurs des Sœurs. Donc, il devient un projet qui était plus laïque. Et on a trouvé que c'était tellement une belle expérience, puis que les gens voulaient se promener là-dedans. On a créé Parce que découvrir la bâtisse c'est aussi, ça. c'est On ça. a créé un parcours muséal. Donc, au lieu d'avoir des visites guidées de l'immeuble comme ça, on a fait un parcours avec les valeurs que les Sœurs ont. Puis quand les gens vont le parcourir, je fais de la publicité pour eux aussi, ils vont voir que les valeurs des Sœurs sont tellement d'actualité que c'est intéressant de parcourir le patrimoine et de voir que ces éléments-là sont durables et puis que ça va bien de ce côté-là. Donc, j'ai quand même collaboré à mettre sur pied ce projet-là. En tout cas, ça, là, c'en est un, je me suis beaucoup occupé, je vous dirais. Et puis, on a travaillé aussi avec le Musée de la civilisation. Donc, on a fait des partenaires qui étaient intéressants, qui m'ont encore donné plus le goût du volet muséal. Et c'est pourquoi, quand que j'ai vu qu'il y avait une possibilité une ouverture de directeur au Musée d'art, le Musée de Charlevoix, ben, j'ai dit, ben pourquoi pas? Et puis, effectivement, tu parlais tantôt d'une fin de carrière. Il n'y a jamais de fin, il y a toujours une continuité, mais c'est un beau mandat de 5 ans. Et puis, je pense que ça peut être intéressant de dynamiser un peu ce coin-là, en souhaitant qu'avec les talents qu'on a déjà dans cet extraordinaire musée-là. Parce que c'est un musée qui est connu, on le connaît, mais on le connaît mal.
C'est quoi sa mission, juste? Bien, c'est important de dire que chaque musée a sa spécificité, c'est bien évident, mais le musée de Charlevoix, c'est un musée qui a un caractère plus régional, donc c'est la grande région de Charlevoix, et sa grande mission, c'est de faire connaître et de faire, de mettre en valeur aussi l'histoire de Charlevoix. Donc, c'est un musée d'histoire dans un premier temps. Et donc, vous allez voir que les expositions qu'on a, on en a une exposition permanente qui parle du volet du cratère, en fin de compte, de la formation. Puis on va dans les différentes formes d'art et le volet culturel et économique de la ville. Donc, on a une exposition de 5 ans. Il nous reste encore 2-3 ans à la préserver et c'est une exposition qui est phare. Donc, à ce moment-là, c'est l'histoire qui est créée, l'histoire qui est là, on la fait vivre. De la région? De la région, de façon la région. particulière. Donc, c'est un peu notre créneau. Puis, qu'est-ce qu'on met de l'avant aussi? Puis, ça avait commencé dans cette exposition-là, c'est que l'art populaire, qui est un peu un art qui est plus accessible ou qui a été fait par les gens, notamment de Charlevoix et un peu partout dans le monde. Ici, dans Charlevoix, on est un berceau important de l'art populaire au Canada et on a une collection très riche en qualité, peut-être pas en nombre, parce qu'on est un musée qui a à peu près 9000 artefacts. Il y a des musées qui en ont plusieurs, mais elle est de grande qualité. On a beaucoup de donations, même on en a eu une tout récemment qui ont choisi de le donner à notre musée au lieu de le donner à d'autres musées parce que ça complétait la collection. Et donc, l'angle qu'on va donner, oui, on va parler de l'histoire et on va aussi aller plus loin dans l'art populaire à compter de cette année, puisqu'on a certains événements qui vont accentuer ce volet-là. Donc, les gens, quand ils vont venir chez nous, ils vont apprécier le volet de Charlevoix, le côté un petit peu international. Ils vont se reconnaître un peu là-dedans. Ils se reconnaissent très bien. Et puis, il y a toutes sortes d'activités culturelles qui sont faites autant principalement pour les résidents, pour apprécier un peu la culture qui était là. Et l'histoire, il faut dire que faut l'approcher d'un côté avec une facture plus moderne. Et puis, l'histoire, c'est pas nécessairement 1800-1920. On est rendu dans les années 50, 60, 70. Donc, les gens se reconnaissent beaucoup dans ce que le musée peut apporter. Donc, je pense qu'il est connu, mais il peut être connu davantage. À Pointe-au-Pic, juste à l'entrée de Pointe-au-Pic. Pointe-au-Pic. Dans un lieu qui est extraordinaire, qui a une vue du fleuve splendide. Oui, une belle terrasse en haut aussi. On a une terrasse qu'on fait. On a commencé à faire des événements, là, même durant l'hiver, avec des chocolats guimauves, avec des jeunes. Donc, on est en train de dynamiser ce lieu-là. Puis, il va y avoir un projet là, qui s'en vient avec la municipalité de la ville de la Malbaie, qui va dynamiser ce coin-là. Donc, je pense que le musée joue un rôle. Il y a le quai, il y a tous les commerçants qui sont dans ce coin-là. Mais avec celui-là, bien, je pense que ça va être un tout qui va permettre aux gens d'arriver et de faire une expérience dans tout le coin. C'est ça qui est important. Et après, évidemment, il va y avoir le centre-ville de la Malbaie, il y a plein d'autres trucs. Là. Mais je pense que l'idée... Comme lieu de rassemblement, oui, effectivement, ça va être culturel, ça va être... social par le fait oui, même puis aussi. Au niveau familial, il va y avoir des lieux aussi avec des aires de spectacle, etc., qui manquaient un peu dans ce coin-là. Et on le faisait un peu devant le musée, on avait ils appelaient ça des spectacles ou des shows de couvertes. Là. Tout le monde arrivait avec ses couvertures. Et on continue cette année, mais on va travailler un peu à ce que le musée soit davantage un lieu de la communauté, mais aussi pour les visiteurs. Puis on ira même sur le côté international parce que notre clientèle, elle vient d'un peu partout dans le monde, dans Charlevoix maintenant. Oui, maintenant, la clientèle locale, je pense qu'on a tout intérêt effectivement à visiter nos musées pour les découvrir en soi, là, parce que finalement, ils sont là, mais c'est comme n'importe quoi très souvent parce que c'est là, on y va pas. Là. Bien, je pense qu'on le fait tous un peu comme ça. Il faut dire quand on va en vacances ou on va dans une grande ville, on va voir les musées. Puis on va même magasiner. Puis quand on revient dans notre ville, on a peut-être quelque chose qui est de facture similaire. Puis on dit, bon, l'exposition va durer 3 mois, j'y irai, mais à la dernière minute, on dit, bien, je l'ai manqué. Je pense qu'on est tous faits comme ça. C'est pas les Charlevoisiens ou les gens d'ailleurs. Et même pour magasiner, on fait ça. On va s'acheter une chemise qui était peut-être dans la boutique à côté parce qu'on a le temps. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là qui est là. Et le bout, pourquoi que c'est important de faire des activités plus ponctuelles, plus précises, bien, c'est là que les gens le connaissent puis reviennent par la suite. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles, avec les jeunes familles. On travaille aussi avec les personnes âgées qui aiment beaucoup l'histoire, il faut se le dire. Ça leur rappelle plein de trucs. Donc, il y a des activités plus ponctuelles avec eux qui permettent aux gens de dire « Oui, bien, je vais revenir au musée par la suite. » Donc,
faut trouver Parce des que c'est moyens ça, différents. On peut y retourner souvent au musée, parce qu'il y a des C'est choses, ça. ça évolue, ça change. Puis on a des expositions on a une exposition permanente que je vous ai mentionnée qui est là. Mais on a une exposition temporaire d'importance qui est toujours là. Dans le hall, on fait des expositions. À la mezzanine aussi, il y en a 4 par année. Donc, il y a des choses qui se passent tout au cours de l'année. D'une fois à l'autre, on redécouvre, même si on va voir la même exposition, on découvre des choses. Bien, c'est ça. Quand on parle d'exposition permanente, bien là, on le fait peut-être en rafale la première fois. Par la suite, on s'attarde à un certain pan de l'histoire, puis on peut y retourner plus qu'une fois, c'est bien évident. Parce que c'est un musée qui est quand même jeune. Oui, ce musée-là qui va, l'an prochain, ça va être son 30e anniversaire. Il était auparavant au centre-ville de la Malbaie. OK. C'était dans l'ancien bureau de poste. Donc, il y a un nouveau bureau de poste, c'était dans l'immeuble qui est à côté, mais il était à l'étroit, évidemment, puis il n'y avait pas d'endroit pour les réserves. Donc, c'était difficile d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a eu un projet qui est un musée qu'on a une facture plus moderne, qui n'est pas un immense musée, parce qu'on a un petit projet, je vous parlerai d'agrandissement, mais qui permet de bien situer l'histoire et de permettre aux gens de l'apprécier. Puis c'est un beau temps d'arrêt. Il est là depuis, c'est une construction depuis les années 90. Donc, OK. il est de facture quand même assez moderne. Oui. Est-ce qu'il y a des musées de ce genre-là? Il y en a plusieurs dans la province? Oui, il y a des musées à caractère régionaux. Il y en a plusieurs, entre autres à Rivière-du-Loup. Il y en a un d'importance. Puis souvent, on travaille avec eux. À Trois-Rivières, il y a un musée d'art populaire qui était pas nécessairement de l'art populaire comme on l'entend ici, mais un musée qui est plus de facture populaire. Comme là, il y avait une belle exposition sur l'histoire de la bande dessinée, des choses comme ça. Donc, il y a des musées qui se ressemblent beaucoup, mais à chaque élément, on essaie de retrouver le caractère régional. Et ici, bien, l'histoire avait un sens. Quand le musée a été créé, même à la Malbaie, c'était toujours été son mandat, mais il s'est accentué sur la grande région de Charlevoix. Puis c'est complémentaire avec ce que le musée d'art contemporain fait, qui est plus en art actuel. On a aussi le musée maritime qui regarde plus l'art des bateaux du fleuve et tout. Nous, on en fait un peu, mais on le fait avec eux. Et c'est important de dire que nous, l'année passée, on a eu une promotion qui a été faite pour les citoyens de la grande région de la Malbaie, qui est le circuit des 7 lieux. Donc, tous les lieux d'importance, autant les locaux, les forges riverains, qui sont intégrés avec le musée maritime, nous, l'espace, le parcours. Donc, il y a un parcours que les gens du coin peuvent faire. Donc, on l'a publicisé, on l'a commencé l'année passée, puis on va aller plus loin cette année pour dire, bien, pourquoi pas faire une tournée de notre région? Parce que des fois, on va aller faire une tournée d'une autre région, mais la note, souvent, on l'oublie. Fait que là, il va y avoir une possibilité puis des rabais pour les citoyens du coin qu'on va accentuer cette année avec les autres musées. C'est une chose qu'on ne fait pas assez. Je me souviens, pour avoir travaillé à Montréal longtemps, je veux dire, à un moment donné, le fameux tour de calèche, je me le suis payé. Là, j'ai vu ce qu'ils disent aux touristes. C'est ça. Hein, on découvre avec d'autres yeux ce qu'on voit normalement quotidiennement. C'est ça. Alors, le fait d'avoir une tournée comme ça, puis qu'on le fasse, qu'on découvre nos régions, ça vient encore nous connecter davantage avec celle-ci. C'est ça. Je vais vous conter une anecdote parce que devant chez moi, à la Malbaie, il y a le Fermente un tour de calèche là, qui est bien intéressant. Puis à un moment donné, tu es sur ton patio, tu regardes, tu es plus monsieur. Évidemment, il pointe les maisons, il pointe un peu tout. Mais là, il disait que ma maison est encore en vente. Là, je suis obligé d'aller dire non, elle est plus en vente. Ça fait un an, je lui demande. Fait que là, j'ai dit à quelqu'un qui va venir chercher le truc à vendre, là, mais c'était plutôt drôle. Fait qu'on a remis pendules à l'heure. des pendules à l'heure au cas que quelqu'un aime bien ça qui était déjà acheté. Mais c'est un peu des trucs comme ça. On ne sait pas qu'est-ce que les gens donnent, mais généralement, ils donnent plein de belles informations. Mais juste pour vous dire que faut donner le goût, il faut trouver des moyens. On essaie d'en trouver le plus possible pour que les gens aiment ça. Il y a eu une petite expérience qu'on a eue avec une école à Clermont qui avait fait en fin de compte des visages de Picasso avec une classe, avec 2 classes élémentaires. Dans le contexte du développement durable, c'était comme une figure imposée de Picasso, mais que les élèves avaient la liberté de le traiter de différentes façons. Donc, avec différents matériaux qu'ils avaient vus. Ça pouvait aller d'une fourchette en plastique, d'un petit bout de tissu, etc. Et la facture était fort intéressante, mais durant le temps des fêtes, la professeure appelle et elle dit, bien, j'aimerais ça leur donner un petit coup de barre, leur dire, bien, ce serait le fun que les parents viendraient voir les œuvres. Fait qu'on
les gens sont venus une journée de temps chez nous, donc on a eu les parents, les grands-parents, les élèves qui sont venus, puis on a fait une mini-exposition. Vous l'avez fait au musée directement. On l'a fait, puis là, on en a profité pour faire une activité de carte de Noël avec les gens. Donc, on a travaillé un peu. En fin de compte, cette journée-là, on a eu 80 personnes qui est devenue d'une idée d'un professeur qui était, bien, elle a fait, en fin de compte, elle a mis la pêche à l'eau, elle nous a appelés, on a dit oui, puis on a fait un événement qui était fort intéressant. Même il y a des gens qui m'en ont parlé, on dit, on a découvert le musée, c'était les grands-parents, ils disaient, on n'était jamais été au musée. Donc, puis c'est pas négatif en soi, c'est juste qu'ils étaient heureux d'être venus à cause que leur petit garçon avait une petite œuvre qui était là. Mais il a dit, on va revenir là, on va revenir voir l'expo parce qu'on n'a pas eu le temps. Vous voyez un peu, c'est des petits coups comme ça. C'est pas juste d'exposer des choses, c'est un lieu d'animation. C'est un lieu de vie aussi. Je pense que les gens peuvent aller un peu plus loin. Ce volet-là, c'était pour que les jeunes aiment la culture, mais des fois, il y a un petit côté de société qu'on peut parler. Là, il y avait un angle développement durable, etc. Puis là, on en a un projet qu'on a donné une grande visibilité, qui est la bourse d'un médecin qui s'appelle le professeur le Dr. Ouellet, qui s'implique beaucoup dans la communauté avec son mari, qui va être grand pâtissier. Ben oui, on ne nommera pas, mais il est partout. C'est plus de nouvelles. On peut le dire, c'est M. Jean-Luc Dupuis. Oui, c'est ça. Donc, ils sont très impliqués. Puis, il a été président de notre conseil d'administration. Donc, c'est des figures importantes. Mais ça fait 5 ans, quand même, qui offre des bourses aux jeunes, un montant de 2500 $ qui est donné au musée, qui est donné par ces deux personnes-là. Et la commission scolaire travaille avec nous pour donner le goût aux jeunes. Il y a un thème à chaque année qu'ils développent. Et en fin de compte, au-delà de la bourse, les œuvres sont exposées au musée. Wow. Donc, ça fait comme un... Ouais. Des fois, il y a des artistes qui peuvent mourir ils peuvent mourir pour être dans un musée, mais là, les jeunes y vont. Et puis, on a eu quand même, l'année dernière, il y avait 101 jeunes qui avaient proposé une œuvre. Donc, c'est pas rien. Et les gens qui sont sur le comité, il y a les artistes un peu partout, là, on a un beau comité, ils trouvent que les œuvres qui sont faites sont de grande qualité au niveau de la création, parce que l'idée, c'est pas de juger l'œuvre comme une œuvre, un tout, mais de dire, par rapport à l'histoire qu'on a donnée, comment les jeunes ont vu ça. Donc, les professeurs ont fait un excellent travail pour lui donner le goût à l'art, puis de créer des choses. Donc, ça, c'est un de nos rôles primordiaux et importants. Et cette année, c'était le 5e anniversaire, donc on a été plus loin. On a fait on a fait une petite conférence de presse, on a fait venir des jeunes de l'année dernière, et puis on ne veut pas nécessairement avoir plus de gens, mais on va avoir plus d'étendue, puisque là, c'est la porte-parole, c'est la représentante de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix, Mme Perron, qui, elle, a dit, ben, tant qu'à faire, elle a dit, je vais trouver plusieurs artistes qui vont aller faire des ateliers. Donc, au lieu de faire 2-3 ateliers, on en fait 4 ou 5, donc on va toucher plus d'écoles. Et là, je pense que c'est l'idée de base, c'est de donner le goût le plus possible aux Charlevoisiens. Une plus grande visibilité, une plus grande proximité par le fait même. Alors, mais là, on est bien heureux, puis le thème est très large, ça s'appelle « Je rêve d'une terre ». Donc, ça peut être très large, ça peut être dans le contexte du développement durable, ça peut être de travailler la terre, en tout cas, on laisse libre cours à la création des jeunes, puis là-dessus, ben, on verra le résultat, puis les expositions vont avoir lieu au mois de mai. Il y a combien de personnes qui travaillent au musée? Il y a 6 personnes. 6 personnes. C'est ça. C'est une petite équipe, c'est bien évident. Ouais. Comme partout en région, on a toutes des belles grosses équipes de qualité, mais qui ne sont pas grosses, en fait. Il faut le dire. On travaille comme si on était 12. Bien, des fois, c'est le fun de dire, vous devez avoir une grosse équipe. Pour moi, je le vois comme une reconnaissance du travail que les gens font, parce que c'est le fun de dire qu'on est 12, mais dans les faits, on est 6. Ça paraît que la qualité est là, puis l'énergie est là aussi. Ah, bien, écoute, ça a été très intéressant de te recevoir. Question de nous parler du musée, qui est connu puis qui est méconnu. Alors, je pense qu'on a tout intérêt à lancer l'invitation. Vous avez une page Facebook, vous avez on est sur Internet, sur Facebook. On a une méga boutique aussi qui a des artisans qui viennent de la corporation un peu partout. Donc, il y a comme ils peuvent venir bouquiner parce qu'on a des livres aussi. Puis, il y a 2 événements, en terminant, je vous dirais, on a une activité de financement qu'on va faire le 23 mars qui s'appelle Dégusto Musée, qui était une transformation des activités qui étaient plus classiques de vin fromage. Là, on y va avec les produits du terroir de la région, avec des grands chefs. Donc, c'est leur vin, ça fait quand même 25 ans, donc c'est important. Donc, on a élevé un peu l'événement, puis là, on le fait sur un thème de fête foraine. Donc, ça va être un événement plus festif. Ça l'était déjà, mais là, on lui donne une petite touche. Populaire, quoi. Côté d'art populaire, on commence à vendre un peu notre exposition. Puis,
qu'est-ce que je veux vous mentionner, c'est la belle exposition qu'on va avoir au mois de mai sur l'art populaire, que je suis convaincu que ça va être un grand succès, puisque c'est des œuvres, on parcourt l'histoire d'un autre angle. C'est un pan de l'art qui est connu, mais pas autant. Par contre, c'est très coloré, c'est éclectique et les gens en ont vraiment pour toutes les couleurs. Donc, c'est quelque chose qui est joyeux, autant que les jeunes enfants vont aimer que les puristes de l'art. En fin de compte, ça touche tout le monde. Et des artistes du coin, un peu un mélange? Oui, effectivement, quand on a fait, il y a eu un livre qui a été fait par un des vice-présidents de notre conseil d'administration, qui était directeur du musée au tout début, M. François Tremblay. Il a fait un livre qui est un peu notre Bible en art populaire. Okay. Et il y a 5 ou 6 familles d'artistes qui sont bien citées dans le livre. Et il y a des descendants de ces gens-là, parce que c'était dans les années 20-30, qui sont encore des artistes en art populaire. Donc, quand on a fait le lancement du livre, un peu avant Noël, on a invité ces familles-là. Puis ils étaient très émus de dire, bien, en fin de compte, le musée honore ces gens-là qui ne se disaient pas des artistes. Il faut se le dire et dire, ah, ben moi, je suis mécanicien, là, mais je fais des sculptures. Je m'amuse, oui. Mais par contre, maintenant, avec ces éléments-là, on dit, bien, oui, c'était quelqu'un qui faisait des sculptures qui était mécanicien. Donc, on rend hommage à ces gens-là, et puis, ils le méritent fort bien. C'est ça qui est important. Donc, les gens vont se reconnaître. Les grandes familles, il y a toujours un nom aussi que tout le monde connaît. Les grandes familles ici, bien, les grandes familles d'artistes comme M. Cochon, qui est très, très connu. Donc, ils vont faire partie de cette belle fête d'art populaire qu'on va avoir cet été. À suivre. À suivre. À voir. On viendra vous voir avec d'autres projets. Bien, je pense que c'est ce qui est intéressant. Bien, merci beaucoup de ta visite. Merci à tout le monde de venir. Merci beaucoup, Sylvain. OK. Alors, c'est ça, on devait recevoir M. Francis Boudreau, qui est un des organisateurs du Carnaval de l'Île aux Coudes. Carnaval très festif, très intéressant, très animé, avec beaucoup d'activités, qui commence effectivement au moment où l'on se parle, qui est déjà commencé d'ailleurs, parce qu'il a commencé en fin de semaine dernière. Donc, ça se passe du 2 au 18 février. Et bien, je ne vous parlerai pas des activités qui ont eu lieu en fin de semaine, mais davantage de celles à venir. Alors, le 9 février, il va y avoir un cocktail dînatoire et en même temps le bal de la Reine. Et tout ce week-end-là, il y a des spectacles avec des artistes invités. Vous allez voir un week-end fort intéressant et très actif. Le 10 février, il y a un brunch royal. Alors, on va manger à bon escient, comme on dit. Et tout ça va être au profit de l'école locale de l'Île aux Coudes. Et enfin, le dernier week-end, les 15, 16 et 17 février, bien, c'est la soirée Bout à chanson. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est beaucoup d'artistes locaux qui viennent et qui s'amusent. Sans dire que c'est un jam session, c'est quelque chose du genre où on va s'amuser entre amis et festoyer ensemble. Alors ça, c'est quelque chose de typiquement local à ne pas manquer. Il y a un tournoi de crible également, alors ça aussi, c'est fort intéressant. Et il y a un fameux tournoi de pic-lit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il était venu nous en parler l'an dernier, mais j'ai oublié en quoi consistait le pic-lit, mais ça se passe sur la neige. Alors, je pense que c'est une sorte d'hockey ou quelque chose du genre sur la neige. Vous allez voir. Pour le savoir, je vous invite à aller voir de vous-même en quoi consiste cette activité-là. Alors, c'est une invitation qui est lancée à tous et à toutes. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir la page Facebook qui s'appelle Carnaval IAC pour l'Île aux Coudes. Et vous allez voir, vous allez avoir la programmation de ce magnifique carnaval qui a lieu ici dans Charlevoix, parce qu'il y en a de moins en moins des carnavals, et celui de Saint-Hilarion a lieu présentement, et celui de l'Île aux Coudes va effectivement avoir lieu dans les jours qui s'en viennent. Alors voilà, ça termine un petit peu le résumé. Je ne suis pas la personne qui aurait pu vous en parler correctement, puis je ne m'appelle pas Francis Boudreau, mais j'ai essayé de vous mettre l'eau à la bouche pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous déplacer. Fait intéressant, la traversée de l'Île aux Coudes lors de ces activités étire son horaire. Donc, si on vient du continent pour aller festoyer avec les gens de l'Île aux Coudes, bien, déjà là, on a une plus grande flexibilité pour revenir à la fin de la soirée. Alors voilà, l'invitation est lancée. Je vous souhaite un bon carnaval à l'Île aux Coudes. Je remercie le Café Lafayette qui nous reçoit de semaine en semaine, ici même, pour l'enregistrement de cette émission. Comme vous pouvez voir, on est dans un décor très coloré et très inspirant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir. À la prochaine. Au revoir.